Donc, notre invité du soir, Christian Raymond, je lui passe la parole, notre cher patron, pour se présenter brièvement. Christian, la parole est à toi. Merci, bonsoir à tous, merci d'être présents. Je me présente, je suis un passionné de voile, j'étais aussi un passionné pour ma profession qui était, je sois retraité instituteur, et en fait, c'est ça qui m'a donné l'idée d'ailleurs de construire Mademoiselle. Donc j'étais l'initiateur du premier voilier-école de Suisse, et puis ça m'a donné l'occasion aussi de me passionner pour l'histoire des barques, parce que ce que je savais au départ, c'était ce que je savais tout le monde, c'est-à-dire qu'elles avaient transporté les pierres de Mairie, et puis ça s'arrêtait là. Donc j'ai creusé un peu le sujet, je suis devenu, paraît-il, un spécialiste, et en 2016, la ville d'Évian m'a demandé d'écrire un livre sur les voiles latines qui a servi de base à une exposition. Voilà comme je suis tombé dedans. Merci Christian, effectivement. Des beaux récits, la navigation qui l'anime depuis tout jeune. Je me suis pris un malin plaisir à lire l'un de ses romans, Pilou, que je vous recommande. C'est pas pour faire de la pub, mais ça vaut vraiment le livre. Au programme ce soir, on va voir un petit peu l'origine de ces fameuses voiles latines, voir qu'il y avait, en termes géographiques et politiques, un enjeu majeur autour de ces voiles. Et puis finalement, ces barques sur le Léman, quelle est leur histoire jusqu'à la Belle Époque, avec la fin des parcs, mais c'était sans compter avec quelques passionnés qui ont su donner un renouveau à ces barques. Donc, premier point de notre programme du soir, l'origine de la voile latine. Mais avant que Christian nous en parle, petit sondage. À votre avis, donc, sur quelle mer et océan trouve-t-on des barques latines pour autant qu'on en trouve ailleurs? Réponse à choix multiples, si c'est nécessaire. En fait, on en a un petit peu partout. Des barques latines, ce n'est pas que sur le Léman qu'on a la chance d'avoir des barques latines. On en retrouve un petit peu partout, tout autour du monde. Et Christian en parlera bien mieux que moi. Effectivement, ces bateaux, on les a tous vus sur le lac, ces vieilles coques en bois avec leurs voiles magnifiques. On pense souvent effectivement qu'elles peuvent venir que de chez nous. Donc, quelle est leur histoire? D'où viennent-ils? Finalement, c'est quoi une voile latine, Christian? Alors, une voile latine, c'est d'abord la voile qui a succédé à la voile carrée. La voile carrée, c'était une voile qui permettait d'aller essentiellement au vent portant, c'est-à-dire avec un vent qui vous pousse et c'est tout. La révolution de la voile latine a permis de remonter contre le vent. Ça veut dire de faire ce qu'on appelle du prêt et donc d'être beaucoup plus manœuvrant. C'est une voile donc, qui a révolutionné le transport, la guerre, par ses qualités. Et puis, elle était la base de toutes les voiles modernes. Voilà pour des questions générales. Elle est généralement triangulaire ou quadrangulaire, ça dépend, on distingue. Les spécialistes qui coupent les chevaux 4, ils vous disent que la voile arabe, elle a un petit guindon à l'avant, c'est-à-dire une petite chute, ce qui fait que la voile, elle a 4 côtés, et puis la voile latine en a 3. En fait, c'est la même, ça fonctionne la même chose, c'est le même système, donc on va pas personnellement, je trouve que les Arabes, ils ont beaucoup de mérite d'avoir diffusé cette voile sur l'océan Indien, mais on peut parler indifféremment de la voile arabe ou latine, à peu de choses près, c'est la même. Voilà. Autre chose, cette voile, pour les lémaniques, elle est devenue, au fil du temps, un véritable symbole de leur identité, et la plupart du temps, c'est cette voile qui est
vue depuis devant, avec et croisée, on dit en termes lémaniques, c'est une voile en oreille. C'est une oreille de lièvre exactement, mais on résume voile en oreille. Et partout autour du lac, on trouve de ces illustrations, comme ici des fresques, mais par exemple des enseignes, comme ici à Ivoire, avec l'hôtel du port, ou ailleurs, on trouve également des choses extrêmement touchantes. Ici, c'est un particulier qui avait fait ça entre Mairie et Lugrin. Ça a disparu depuis, c'était juste un truc en tôle peint. C'était très joli, mais ça a disparu malheureusement. Et puis, il y a même des gens qui vont les mettre sur leur pierre tombale. Donc, c'est le cri du cœur des Lémaniques, c'est leur barque, et on trouve ça vraiment, si on regarde bien, une centaine d'exemplaires autour du lac. Et puis, ce n'est pas quelque chose qui est disparu, c'est quelque chose qui se renouvelle régulièrement. On trouve des versions modernes de cette voile, de cette barque, voile en oreille, depuis devant. Voilà. L'origine de la voile latine. Alors, j'ai cru longtemps que ça, c'était le premier dessin d'une voile latine, comme beaucoup de gens d'ailleurs. C'est un graffiti qui a été trouvé près d'Alexandrie, au nord de l'Égypte, et c'était pour longtemps ce qu'on a cru être la première représentation. Ça date du 7e siècle. Mais récemment, nous avons découvert qu'il y avait eu une mosaïque découverte, il faut passer au prochain slide, une mosaïque qui a été découverte à Kalenderis, qui est au sud de la Turquie, et cette mosaïque date du 3e siècle, et il est indubitable qu'on a affaire à une voile latine, ou arabe pour les puristes, puisqu'elle a cette petite, ce petit côté supplémentaire à l'avant. On peut être sûr que c'est une voile latine parce qu'on voit bien la banderie qui est figurée par ce tracé noir avec des petites ficelles qui pendent, qui sont des bosses de riz, et qui servaient à diminuer la surface de la toile. On ne trouve jamais ça sur une voile carrée. Les voiles carrées réduisent la toile d'une manière différente. L'archéologue, le spécialiste qui a fait l'étude de cette mosaïque, a aussi indiqué qu'il pensait que probablement la voile latine ou arabe avait été mise au point à Alexandrie parce qu'il a trouvé un vieux bout de papier qui date de la même époque et qui indique comment on mesure la quantité de tissu nécessaire à l'élaboration d'une voile latine. Donc aujourd'hui, 3e siècle, origine probablement l'est de la Méditerranée. Les Arabes ont été les grands diffuseurs de cette voile qu'on retrouve partout. J'ai choisi cette image intentionnellement parce que vous avez la grande voile, la plus grande voile et l'artimon qui sont des voiles arabes. On voit cet avant qui est vertical. Et puis le tape-cul qui est une voile latine. Donc, ils mélangeaient allègrement les choses, mélangeons-les, sachant que les Arabes ont diffusé cette voile sur tout l'océan Indien, qu'on nous trouve encore aujourd'hui à Madagascar, à Zanzibar, à Ceylon ou en Inde. Donc, et puis, elle s'est diffusée aussi très vite sur la Méditerranée à cause de ses qualités exceptionnelles. C'est surtout d'abord, ça sera la même chose sur le lac pour ses qualités véliques qu'on adopte pour les bateaux à usage militaire. Et ici, vous voyez au premier plan un chebec espagnol qui est aux prises avec 2 grandes galères marocaines. Je ne sais pas comment le combat s'est terminé, mais j'ai un petit peu peur pour le chebec. Voilà. Une carte pour vous montrer la répartition de ces voiles. L'océan Indien, bien sûr, on en a parlé, la mer Méditerranée également, la mer Noire, la façade atlantique du Portugal au Cap-Vert. Et puis, de manière surprenante, on va bien beaucoup parler au lac Léman, au lac d'Annecy, j'aurais dû rajouter le lac de Neuchâtel. Et puis, tout au nord, même la mer Baltique, où le roi de Suède, à une certaine époque, avait commandé une flotte de galères qui était évidemment équipée de voiles latines. Et on la trouve aussi dans différentes régions du Nouveau Monde.
voilà notre voile latine. La nôtre, celle du Léman. Alors, vous voyez que l'autène qui est suspendu au mât, c'est la grande pièce jaune, c'est un tronc d'arbre qui fait généralement la longueur du bateau, la longueur de la barque, et c'est une particularité des barques lémaniques, elle est toujours suspendue à bâbord. Ils ont trouvé ça, ils ont trouvé le truc sur les barques lémaniques et ça favorisait nettement la manœuvre. Autre chose, il y a un langage qui est propre au, au Léman, qui est typique. Il y a les couleurs. Vous voyez qu'ici, vous avez un mât qui est rouge-blanc-bleu, comme la Neptune, c'est parce que c'est une barque française. Le pavillon comporte une tête de mât, avec le pavillon national à l'avant de la barque et le pavillon du département du Coton sur le mât voilière qui est derrière. Et ça montre bien que nous avons toute une culture qui est liée à cette voile latine, qui est notre culture lémanique, qui est très ancienne. Merci Christian pour ces éclaircissements sur l'origine de ces voiles latines. On va voir maintenant par rapport à ces situations géographiques et politiques. Et bien évidemment, avant cela, je vais vous remettre à l'épreuve. Petit sondage, à votre avis, où a été construit le premier port lémanique moderne, c'est-à-dire avec un bassin fermé, donc sur le lac? Je suis content de voir les résultats. Il n'y a qu'une personne qui a bien répondu. Vous avez donc bien fait de venir ici, car la bonne réponse est à Collonges-Bellerive. Christian va nous en parler un petit peu plus. Effectivement, un lot est un enjeu politique, géopolitique majeur et d'hier, mais certainement aussi de demain. Qu'en est-il justement de notre léman dit Pacifique au niveau de ces situations géographiques et politiques? La parole est à toi, Christian. Alors, on retourne sur une carte pour bien comprendre que le lac Léman est un lieu central en Europe. Et étant un lieu central, il est un lieu de passage à une époque où on transporte les choses, les gens, les bêtes par bateau. Il faut comprendre que jusqu'au 19e siècle, la plus grande quantité de déplacements de marchandises, par exemple, se passe par voie d'eau. Pour une raison simple, c'est que quand vous devez aller faire une route, vous la faites quand ce n'est pas possible de faire autrement, parce que vous n'avez que votre force musculaire, une pelle, une pioche, et puis faire une route, ce n'est pas un travail facile. Il faudra attendre l'arrivée des machines pour que ça devienne ça. Donc, il faut se rendre compte qu'on passe par la voie d'eau jusqu'au 19e siècle, et plutôt à la fin du 19e siècle. Ici, l'élément est au centre. Vous voyez, ça forme une espèce de X. On a la route d'Italie qui arrive par le sud-est, qui amène au Moyen-Âge les épices, les soieries, les porcelaines. C'est la route des épices qui arrive depuis l'Extrême-Orient et qui amène des marchandises extrêmement précieuses. Rappelons peut-être qu'il y a eu, c'est attesté qu'à certaines époques, on a payé 1 kilo de poivre en donnant 1 kilo d'argent. Donc, ça avait une valeur phénoménale. Ceux qui profitent le plus de ce commerce, c'est Genève. On va voir pourquoi tout à l'heure. Ils sont au bout du lac, au début du Rhône qui descend vers la Méditerranée. Malheureusement, les 50 derniers kilomètres ne sont pas navigables. Donc, les bateaux ramènent les marchandises méditerranéennes jusqu'à Seyssel et ensuite elles sont charroyées jusqu'à Genève. Et la marchandise principale, c'est le sel. Le sel qui est extrêmement précieux durant tout le Moyen-Âge et même largement après. Vers le nord, nord-ouest, vous avez une voie essentiellement terrestre qui va vers la France, vers Paris, vers les Flandres et vers la Grande-Bretagne.
en passant par le Jura. Et puis, vous avez une voie qui, elle, est extrêmement, surtout fluviale. Il y a une petite rupture entre Morges et Cossonay, où on doit charroyer les marchandises. Et entre Cossonay et Yverdon, on a le canal d'Outre-Roche. C'est le deuxième canal construit en Europe, après celui de Briard. Et pendant 300 ans, il va faire d'Yverdon le principal port marchand de Suisse. Les bateaux qui vont prendre ce trajet vont passer par le lac de Châtel, le lac de Bienne, descendre là, rejoindre le Rhin, et les marchandises sont livrées jusque dans tout le nord de l'Europe grâce à cette voie d'eau. Il y a très peu d'autres passages à travers les Alpes. Hein. Donc, tous les Suisses savent que le Gothard, par exemple, est découvert en 1200 des poussières au XIIIe siècle. Donc, c'est Genève qui va profiter de tout ça pendant très longtemps. Donc, les marchandises sont transportées par bateau et les Genevois vont avoir le monopole de ces bateaux. Tu passes plus loin. Les bateaux de l'époque, ce n'est pas des barques, ce n'est pas des bateaux à voile latine, c'est des naux. Et la naue, c'est un bateau très particulier. C'est un bateau qui ne ressemble pas à un bateau d'abord parce qu'il est complètement carré, il n'y a rien de courbe dans une naue. C'est toujours construit avec une grosse caisse à l'arrière qui fait la coque. On y rajoute une pointe qui est surélevée pour faire une étrave, une voile carrée. Et puis, vous voyez ici des rames rectrices, on n'a pas encore de gouvernail, ça viendra plus tard. Ces Genevois, avec leurs naux, vont, pendant des siècles et des siècles, transporter absolument tout sur le lac. On passe plus loin. Le Rhône est utilisé abondamment depuis l'Antiquité. Les Romains, par exemple, chargeaient leurs marchandises à Massonger. N'oublions pas que les voies romaines qui ont existé étaient essentiellement à usage militaire, mais surtout qu'on pouvait, on utilisait déjà la voie fluviale pour transporter les marchandises. Et à partir de Massonger, les Romains, ils embarquaient et puis ils descendaient le Rhône. Deux verrous absolus qui expliquent pourquoi on est obligé de passer par le lac. Méry, vous y êtes. Et Méry, à l'époque, ça ressemble à ça. Et vous avez juste un mauvais sentier de montagne, dangereux, des pierriers qui sont instables, qui permettent de passer au sud du lac. Au nord du lac, eh bien, vous avez, c'est là que tout va commencer, vous avez le verrou de Chillon. Au XIIe siècle, les comtes de Chillon décident de construire un château fort sur une île qui est déjà, où il y a quelques ruines romaines. Et pourquoi cet endroit? Parce qu'ils vont pouvoir contrôler le passage des marchandises qui arrivent d'Italie, qui partent vers l'Italie. Il faut savoir que derrière Chillon, il y a un sentier. Vous pouvez passer avec un cheval à la bride, mais vous ne pouvez pas, par exemple, passer avec un animal de bas, parce que le bas se crocherait dans les murs de la falaise et risquerait de déséquilibrer l'animal qui serait précipité en bas, dans le lac. Donc, c'est un passage, c'est vraiment un verrou, on ne passe pas, ou si on passe à pied, on passe en colonne par un. Les Savoies ont bien choisi leur endroit parce qu'ils se disent tout passe par le lac, donc on va pouvoir contrôler le lac. Mais pour ça, il faut avoir des bateaux. Et ces bateaux, ils vont les faire construire par des constructeurs navals de Gênes. Et c'est ainsi que pour la première fois sur le lac, on construit des bateaux selon les règles de la construction navale, pas comme des naux qui sont un peu bricolés, et dotés de voiles latines. Ici, on voit une carte du lac qui est inversée, du sud est en haut, et devant Ripaille, vous avez les 6 galères savoyardes qui ont à l'époque un seul mât et une seule voile latine. À l'autre bout du lac, donc vers la droite, vous avez Genève qui se défend contre les Savoies, parce que les Savoies n'ont rien à prendre Genève, et qui vont aussi se doter de galères. On passe plus loin. Deuxième image avec des galères, tout à droite, vous voyez des galères genevoises lors du siège de Versoix en 1589. On voit qu'elles sont différentes, elles ont une voile latine et un petit trinquet à l'avant qui est carré. Et pendant 400 ans, c'est à peu près tout ce qu'on sait de cette voile latine, de ces bateaux qui ont été amenés sur le lac par les comtes de Savoie et dont l'ambition est de devenir puissants, devenir rois si possible. Ils vont finir par y arriver après avoir été ducs, mais ils deviendront rois d'Italie, ils ne deviendront pas rois de notre coin, parce qu'ils n'ont jamais réussi à prendre Genève. Une carte importante à connoter, c'est l'Ancien Régime.
on a le lac Léman de nouveau à l'envers, hein, le sud est vers le haut. Vous avez la rive nord qui est en vert, là, en bas. Non, ce n'est pas le canton de Vaud, c'est le canton de Berne qui occupe le canton de Vaud. À gauche, vous avez un petit coin qui est en jaune et qui est valaisan. La côte sud en rose, c'est la Savoie. Et attention, la Savoie, ce n'est pas une province française, c'est un pays indépendant de la France. Ils vont se battre suffisamment pour essayer de garder leur indépendance. Tout à droite, vous avez Genève, c'est gros point rouge, avec des frontières en vert. Et puis, toujours à droite, en bas, de nouveau une frontière en rose qui est la France qui a un seul accès au lac, la ville de Versoix. On passe plus loin. Genève, je vous l'ai dit, riche, puissante. Dès le Moyen-Âge, son commerce, ses marchés font que Genève est déjà une ville majeure en Europe. On a des banques italiennes qui sont installées, on a des commerçants qui viennent de toute l'Europe, et cette ville est toujours en but à la convoitise des Savoies. Elle se dote, pour se défendre, de formidables défenses, des murailles terrestres et des pieux sur le lac qui interdisent toute entrée inopinée d'une flotte ennemie. Vous avez qu'un couloir qui est fermé par des chaînes et bien sûr l'artillerie est prête à bombarder un navire ennemi qui essayerait d'entrer à cet endroit. Donc je vous ai dit pas de 4 horizons, on ne sait pas grand-chose. Et on peut être surpris qu'avec la supériorité de la voile latine sur la voile carrée, on n'ait pas eu un glissement de cette voile vers les bateaux marchands. En fait, j'ai 2 hypothèses. Soit ça relevait du secret militaire, soit les pilotes de l'eau étaient beaucoup trop traditionnalistes, n'aimaient que leur voile carré et leurs avirons, puis ils ne voulaient pas passer à la voile latine. Allez savoir. Toutefois, au XVIIe siècle, vers le milieu du XVIIe siècle, Genève se dote d'une première lignée de barques qui sont construites par des constructeurs de Méditerranée, qui sont des bateaux qui commencent à ressembler à nos barques, avec 2 voiles latines, avec des apostils, c'est-à-dire les petits balcons latéraux, mais alors avec une espèce de grosse cahute sur l'arrière, et puis surtout un pas de pont à l'avant, on charge encore en cale. Et vous imaginez ce que c'est qu'en cale, quand vous arriverez, quand les brouettes vont arriver, c'est clair qu'avec une brouette chargée de cale, ça doit être jouissif, vous versez vos cailloux au fond de cale, bien. Mais après, quand on décharge, il faut aller les chercher au fond de cale. Et ça, c'est une autre paire de manches, c'est extrêmement difficile. Donc, ce n'est pas encore une solution parfaite, elle va venir. Je vous fais noter, reviens voir à la précédente, regardez une chose, à côté de la barque, vous avez un petit bateau, probablement une annexe, ou un navio, comme on dit. Il s'agit probablement d'une pirogue. La pirogue, qui a été inventée à l'âge du bronze, a eu un succès absolument phénoménal, puisque la dernière qui a été utilisée en Suisse, elle était en 1923 sur le lac des Guerriers, elle a été récupérée pour les collections du musée des transports de Lucerne, elle était utilisée pour un pêcheur. Donc imaginez la durée pour laquelle ce bateau a été utilisé, il est toujours utilisé dans certaines parties du monde. On peut passer, voilà. Les Bernois, pour défendre leurs côtes, ils sont toujours menacés par la Savoie, se dotent d'une petite flotte avec 2 bateaux principaux, la Grande Ourse et la Petite Ourse. Ici, vous avez la Grande Ourse qui est dotée d'une voile latine, mais ce ne sont pas des barques, c'est des bateaux qui sont ce qu'on appelle des Weidling. Le Weidling, c'est le bateau le plus courant en Europe sur les fleuves. Il est caractérisé par une forme plate qui relève aux 2 bouts, mais sans étrave, sans pincement à l'avant. C'est un bateau qui est un excellent bateau de fleuve, puis un assez mauvais bateau de lac. Et pendant un quart de siècle, ces 2 bateaux, plus une petite flottille de bateaux de soutien, vont sillonner le lac, faire de la police du lac et du contrôle des frontières. Les Bernois ont mis le paquet, ils ont engagé un capitaine de marine français qui dirige la flotte, ils ont une école de fusiliers marins à Morges pour avoir des marines compétents en cas de combat, et à Morges aussi, ils ont une école
pour former des patrons pour ces bateaux. Leur idée, je garde le truc à dire, leur idée, c'est qu'à la fin, ces 25 ans, leur bateau commence à coûter cher, ça commence à être, il commence à être en mauvais état, et puis un jour, il faut les détruire, et les Bernois se retrouvent dans un dilemme, parce que ça coûte cher, c'est des gens, excusez-moi s'il y a des Bernois à l'écoute, mais c'est des gens qui sont un peu près de leurs sous, et ils se disent, il y en a marre de dépenser autant d'argent pour un truc qui, au fond, en tout cas, ne sert à rien. Et ils vont avoir une idée, c'est de faire un bateau mixte, moitié commercial, moitié militaire. L'idée, c'est de faire payer le bateau, la construction et l'entretien par des marchands, et en cas de guerre, de pouvoir réquisitionner ce bateau pour un usage militaire. Rappelez-vous de ça, on va en reparler. De l'autre côté du lac, vous avez les Savoies. Et les Savoies vont construire le premier port fermé du lac. Jusque-là, un port, c'est simplement une grève. Les bateaux s'arrêtent sur grève. Il n'y a pas sur des plans inclinés. Mais on n'a pas encore eu l'idée de faire un bassin fermé par une digue avec un quai qui rend quand même les choses plus faciles. Or, Charles-Emmanuel II de Savoie, qui a perdu une fois de plus son combat contre Genève, a dû signer des traités humiliants où il ne doit plus construire de châteaux forts, où il ne doit plus construire de bateaux de guerre, il doit rester paisible. Enfin bref, il s'est engagé à tout ça. Et il se dit, mais il est daigneux, il est rageur peut-être, et il se dit, mais comment faire? Et il a une idée, et son idée, c'est d'attirer sur son territoire de Savoie le commerce qui va à Genève, tout spécialement le sel. Et pour ça, il fait construire ce port à Bellerive, et ce port, il le dote également, pense à la suivante, d'un château. Et ce château, vous le voyez ici, alors il n'appelle pas ça un château, il n'a pas le droit de construire un château, mais ça ressemble sûrement beaucoup à un château, il ne va pas le finir. Il était prévu avec 4 tours, il a d'autres construites, il appelle ça une halle au sel. Et puis pour attirer le chaland, il construit une route de Seyssel sur le Rhône jusqu'à Bellerive, qu'il appelle la route des Princes. Et puis surtout, il fait construire un bateau absolument révolutionnaire sur le lac, passe à la suivante. Il fait venir de Nice, qui sont dans ces États, le meilleur constructeur naval qu'on connaisse, qui s'appelle Laurent d'Hôtal. Laurent d'Hôtal va faire ce qu'il fait d'habitude, il va lui construire un bateau méditerranéen, c'est celui-là, c'est ce qu'on appelle une frégate ou une tartane, et le duc de Savoie lui dit, mais faites-moi un bateau de sorte, je ne veux pas une eau, je veux un bateau qui avance, je veux un bateau qui soit de qualité, il ne sera pas déçu. Passe au suivant. Et ce bateau, c'est celui-là, c'est le Saint-Charles, mis à l'eau en 1671 à Thonon. Or, les Genevois ont eu vent de ces travaux, ont eu vent de la construction d'un port, de la route, de cette espèce de château, et maintenant d'un bateau. Et ils ont très, très peur. Ils ont tellement peur qu'ils se disent, mais il faut en avoir le cœur net, parce qu'ils croient que le duc est en train de préparer une nouvelle guerre. Et ils envoient à Thonon un espion qui s'appelle Maximilien d'Ivoire, qui est hollandais, insoupçonnable, étant hollandais, et à Thonon, on lui montre tout à Maximilien d'Ivoire. Il peut faire le dessin du bateau qui est en construction. C'est ce dessin qu'on a là. Après, il joint à ce dessin un rapport où il dit que oui, un bateau commercial peut-être, mais ça serait très très facile de l'équiper avec des canons. Il y a même déjà les trous pour mettre les canons, donc ouais, c'est bien possible que ce soit un usage militaire. Et il envoie son rapport à ces commanditaires à Genève qui sont terrifiés, qui sont consternés et qui, après avoir pris connaissance du rapport et du dessin, vont envoyer ça à leurs alliés bernois. Et c'est grâce aux alliés bernois, qui sont, comme vous le savez, des gens très ordrés, qui vont mettre ces documents aux archives, qu'aujourd'hui on a toujours ce dessin extraordinaire qui nous permettrait carrément de construire ce bateau. On passe au suivant. Ah, c'est pas celui-là que je pensais. Mais
juste pour finir, le projet du duc de Savoie va échouer pour deux raisons. D'abord parce que les Genevois et les Bernois vont interdire aux bateaux savoyards de venir sur les côtes vaudoises ou genevoises, donc c'est fichu pour le commerce. Et puis l'autre raison, c'est que Charles-Emmanuel II va décéder et ses successeurs n'auront aucun intérêt dans ce projet. On peut passer. Voilà, donc du coup, toutes les questions d'histoire et de géographie, on va passer à notre troisième rubrique, cette fois-ci parler des barques du Léman et leur voile latine. Avant d'en parler, je vous remets à l'œuvre. À votre avis, en quelle année a donc été lancée la première barque latine sur le Léman? J'en profite pour vous rappeler que si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas à le faire en direct sur le chat ou les discussions. Ceci permettra à Alix de compiler toutes ces questions auxquelles on pourra répondre à la fin. On voit que les gens écoutent bien. Effectivement, la bonne réponse était bien 1691. Effectivement. Donc, on a vu que finalement, toute cette histoire à la base de guerre et de protection du territoire et non pas de commerce. On va avoir ces barques sur le Léman. Aujourd'hui, on connaît la région lémanique pour développer des bateaux rapides, les volants. Même en ce moment, le bateau qui devrait battre le record de vitesse à la voile, avec un kite. On connaît l'histoire d'Alinghi. Mais qu'en était-il à l'époque? Est-ce que c'était déjà un haut lieu de développement technologique au niveau des bateaux? Alors, on revient au Saint-Charles, le voilà en maquette, et ce bateau va être suivi d'autres, parce que d'abord, il y a des experts qui viennent de Gênes et qui testent le bateau. Ils sont enchantés, on a le rapport, il est dans les archives savoyardes de Turin, et ils trouvent ce bateau sensationnel. Donc, Dotal a fait un excellent boulot. Et du coup, il est récompensé en étant nommé patron des galères. Il va construire tout de suite un deuxième navire, et puis ils vont construire d'autres, au point de faire une flotte de 5 bateaux, vraisemblablement. Et puis, le bateau passe, et puis il va se passer quelque chose d'extraordinaire en 1691. Passe à la suivante. En 1691, il est en train de terminer la construction de la Fidèle. Et la Fidèle, vous voyez déjà que ça évolue très clairement vers les galères qu'on connaît la plupart du temps. Ça ressemble vraiment à la galère de Morges, notamment. Mais ce qui choque peut-être dans ce dessin, c'est le pavillon. Parce que sur une galère savoyarde, avoir le pavillon bernois, c'est un peu surprenant. Et c'est très surprenant pour une raison toute simple, c'est que en 1691, la France attaque la Savoie et Dotal reçoit l'ordre d'aller demander assistance, protection aux Bernois en face pour sauver la flotte. Et il se dirige avec sa flotte de 5 galères, dont la Fidèle n'est pas tout à fait finie, à Villeneuve. Il demande une audience au bailli bernois de Chillon, qui comprend tout de suite qu'il a touché le jackpot, parce qu'il touche une flotte de galères toute en bon état, et en même temps, c'est la cerise sur le gâteau, le meilleur constructeur naval de son époque. Donc, on accueille Dotal et on est très content de le recevoir. On passe à la suivante. Du coup, ça décide l'amirauté bernoise à réaliser un projet qui était dans les tiroirs depuis de nombreuses années, c'est de réaliser un port moderne pour protéger ces galères. On donne l'ordre à Dotal d'aller à Morges et on se met à construire le port de Morges. C'est le deuxième port moderne, fermé avec une digue, avec des quais du Léman. Et ce deuxième port est un port militaire.
Et c'est là qu'il va se jouer quelque chose de très important pour les parcs du Léman, c'est que Total va rencontrer la personne qui est chargée, l'homme qui est chargé de construire ce port, qui est chargé du travail, qui s'appelle Jean-François Ponchot. Et Jean-François Ponchot, au deux mots, c'est ce qu'on appelle un arriviste. C'est un type bien placé, il connaît les Bernois, il cherche à tirer les ficelles, il cherche à s'enrichir, et il connaît très bien ce que les Bernois souhaitent. Et il pose vraisemblablement la question à Total, mais est-ce que vous serez capable de me construire un bateau à usage commercial, moderne, rapide, pratique, et en même temps qui puisse être utilisé en guerre, qu'on puisse facilement utiliser militairement. Et Total lui construit la première barque du Léman. 1691, c'est la Gaillarde. Ici, c'est un dessin qui se trouve sur les murs du château de Coppet. C'est probablement la première barque du Léman, la Gaillarde, qui était un bateau exceptionnel pour l'époque, puisqu'il faisait plus de 30 mètres. 5 ans après, vous avez cette barque-là, qui est la Grangère. C'est la barque qui est la mieux documentée dans les barques anciennes. Et la Grangère appartient à M. Granger, ou son nom, de Vevey. Elle va malheureusement finir dans un naufrage. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est la 10e barque du Léman. Donc, en 4 ans, de 1691 à 1696, 5 ans plus tard, eh bien, vous aviez 10 barques qui ont été construites. Ça me fait toujours un petit peu grincer des dents parce que moi, pour construire la Demoiselle, on a mis 15 ans pour une seule barque. Et il y en a d'autres qui doivent se dire pareil. Et puis, 20 ans après, vous avez une trentaine de barques sur le Léman. Donc, ça veut dire que vous avez, les Bernois ont parfaitement réussi leur pari. Les commerçants ont joué le jeu, ils ont construit des bateaux, ils avaient leurs intérêts bien sûr, mais ils ont aussi, les Bernois ont un formidable bateau de guerre. Alors pourquoi ça marchait comme ça? Attends, je reviens à la précédente. Reviens. Pourquoi ça marchait comme ça? La barque du Léman, d'abord, c'est un bateau pour l'époque ultra moderne, c'est un bateau qui remonte au vent, qui est rapide, c'est un bateau qui nécessite seulement 5 hommes à la manœuvre pour transporter à peu près 100 tonnes de marchandises éventuellement. Donc, c'est très peu de main-d'œuvre nécessaire. Vous avez aussi un pont qui est entièrement, enfin tout le pont est ponté, fermé, donc on peut arriver avec les pondéreux à la brouette partout sur le pont, c'est facile à charger, c'est facile à décharger, c'est un bateau génial sur ce plan-là. On passe à la suivante. Sur le plan militaire, voilà une barque équipée militairement sous les couleurs bernoises rouge et noir, et on voit bien à l'avant du mât trinquet, tout à l'avant, vous avez un canon qui couvre l'avant du bateau, et devant le mât voilière, vous avez 2 canons tête-bêche qui couvrent les côtés. Ça fait une formidable machine de guerre. Et ces machines de guerre vont être utilisées pendant tout le XVIIIe siècle par les Bernois, passe au suivant, pour des transports de troupes, comme ici en 1692, où on rapatrie des troupes qui étaient au service du duc de Savoie, et une fois de plus, les Savoyards se sont fait attaquer par la France, et les soldats suisses sont ramenés par barque. Le dernier usage de transport de troupes sera célèbre, puis c'est l'arrivée des Suisses au Port-Noir, où les Suisses viennent au secours en 1814 à Genève, pour éviter qu'elles soient intégrées à la France ou à la chute de Napoléon. Un autre rôle militaire, c'est la surveillance des frontières. On voit ici une barque devant le château de Chillon qui tire au canon. On voit une petite fumée. Donc, elle tire au canon, mais très vraisemblablement, c'est juste pour dire bonjour ou bien pour faire un exercice, puisque tous les personnages qui sont sur cette image sont très paisibles, ne s'énervent pas. Même les soldats qui sont sur le pont-levis sont accoudés à la barrière et regardent ça sans souci. Les barques sont donc des galères, les apostils, les petits balcons latéraux qu'on voit sur toutes les barques étaient les supports des rames. Elles ont fort peu été utilisées comme galères
puisque c'était vexillovoilier. Et puis surtout, au commerce, vous ne pouviez pas engager beaucoup de monde pour ramener. Il y a un témoignage où il a été utilisé au galère, c'est celui-là, c'est une image tirée du film La vocation d'André Carrel, qui a été tourné en 1923 par Jean Chou et qui est un document exceptionnel sur les barques du Nemo qui montre comment ces gens travaillaient encore en 1925 sans moteur sur leur barque et qui montre tous les actes du batelier de l'époque. Ça se termine par le départ, parce qu'il y a une histoire à l'eau de rose d'amour, et puis on part après le mariage pour le voyage de noces avec la barque Armée Galère. Autre image, brevet. On a ici la première image connue d'une barque en construction. Vous la voyez sur la place du marché. On voit cette barque qui se construit. Et puis, on voit pas mal d'autres choses. Là, les barques ont déjà supplanté les nôtres, certainement. On voit une barque tout à droite là, qui est tirée par deux hommes d'équipage à la maille. On voit une cochère derrière le cheval pommelé qui est chargé de tonneaux. Et sachez qu'à l'époque, les tonneaux, c'est le conteneur universel. Il n'y a pas que du vin ou du liquide. On a toutes sortes de choses dans les tonneaux, les fromages, par exemple, la choucroute, plein de choses. C'est vraiment très, très, très utilisé. Au XVIIIe siècle, la barque du Léman va faire disparaître les noms, ou presque. Vous en voyez ici, et ces barques sont chargées de bois. C'est des montagnes de bois, c'est inouï la quantité de bois, mais c'est très logique puisque jusqu'au 19e siècle, eh bien, le bois, c'est la principale source d'énergie, pas tellement pour se chauffer, mais pour faire la cuisine, et puis surtout pour les industries, pour les forges, pour les tanneurs, pour les usines de porcelaine, etc. Donc, il faut des quantités de bois phénoménales dans les villes. Et puis, vous avez autre chose, vous avez aussi ici une petite cochère. La cochère, au premier plan, avec une seule voile latine, va supplanter les naux et les remplacer. C'est des bateaux qui sont faits à fond plat, peut-être pour faire plaisir aux pilotes de naux de l'époque. Et ce bateau va devenir un peu la camionnette du lac, alors que la barque sera le camion. Ces cochères, c'est des bateaux plats, tout plats dessous, donc ce n'est pas des bateaux très hydrodynamiques, ça ne marche pas très bien, mais ça veut dire que pour les faire marcher, on met des grandes voiles latines qui sont démesurées. Au niveau surface, c'est démesuré. Elles ne sont pas portées. On voit ici une cochère chargée de sable. Imaginez ce qui se passe si elle prend un coup de gîte, elle se remplit d'eau et puis elle part au fond. Et c'est arrivé, malheureusement, assez souvent que les cochères coulent sous leur charge à cause d'un coup de gîte et puis qu'elles se remplissaient d'eau. Merci Christian. Alors, on va passer à notre partie suivante, donc vers la belle époque, cette fameuse belle époque au début du XXe siècle. Mais avant ça, petit sondage. À votre avis, quelle était donc la marchandise qui était la plus transportée, la plus fréquemment du moins, transportée grâce à ces barques? On imagine effectivement souvent que c'est la pierre. On a ces images de barques avec des pierres dessus dans la tête, et pourtant, ce n'était pas la pierre, mais bien le bois qui était le plus transporté. Donc, on a vu toutes ces avancées technologiques. Malheureusement, on sait qu'il y a le bateau à vapeur qui arrive. Le transport se fait de plus en plus fréquent au travers de toute l'Europe. Le tourisme devient important. Et bien évidemment, qui n'a pas envie de venir voir la plus belle région d'Europe, la région lémanique. Et donc, l'arrivée massive de tous ces touristes, et également des bateaux à vapeur, a un petit peu chamboulé toutes ces barques latines, ces bateaux à voile,
Qu'en penses-tu, Christian? Évidemment, en 1823, l'ambassadeur des États-Unis en Suisse, qui est à Genève, construit le premier bateau à vapeur, le Guillaume Tell. C'est un succès foudroyant. Dans la même année, c'est tellement un succès, on en construit un deuxième. Et puis, les Lausannois qui ne veulent pas être en reste construisent un autre bateau beaucoup plus grand. Et ces bateaux-là vont prendre aux barques une bonne partie des marchandises transportées et surtout les voyageurs, les passagers. Très vite, en 1827, le service qui est depuis des temps immémoriaux entre Genève et Lausanne de barques, qui fait 2 fois par semaine l'aller-retour, qui permet d'aller de Lausanne à Genève, parce qu'on ne prend pas la route c'est épouvantable, vous risquez de mettre la semaine pour y aller, ça va en général plus vite en barque. Donc, elle perd ses passagers. Et puis, évidemment, on va se rendre compte assez vite que la machine arrive et que c'est ça le progrès, et puis que déjà vers 1840, on pense que c'est fini, la voile va disparaître. Vas-y. Pourtant, ces bateaux ont tout transporté. On voit ici un tableau de Monta qui est exceptionnel parce qu'il montre dans le détail ce que pouvait être le chargement d'une barque. Et il y en a plusieurs de ces tableaux. C'est inouï ce qu'ils pouvaient charger là-dessus. Je passe plus loin. Je vous ai dit le bois. Alors, pour les raisons que j'ai évoquées, le bois, c'était le transport principal. Ça faisait des tas de bois gigantesques. Le barreur ne voyait rien du tout, donc il devait monter sur le sommet du tas de bois avec un stick de barre pour arriver à barrer, et puis les voiles elles-mêmes, les hôtels elles-mêmes étaient soulevés pour arriver à passer au-dessus. Et il va se passer vers au moment où arrive le chemin de fer, donc 1860 à peu près, un autre phénomène, c'est que le chemin de fer amène le charbon partout. Et le charbon, c'est moins cher, c'est plus pratique que le bois, et le bois va décliner. Et là, on se dit vraiment, mais les barques vont disparaître, c'est pas possible. C'est pas possible qu'elles continuent à exister. Et pourtant, et c'est là que c'est extraordinaire, ça va être leur âge d'or. Et leur âge d'or, il faut bien sûr parler de Meyrick. Dès ce moment-là, ça va être les Savoyards qui vont être les principaux bateliers. Il y en aura ailleurs aussi, mais c'est eux qui ont la plus grande flotte. Meyrick. Alors, restons un petit moment sur cette image de carte postale. On ne sait pas quelle année, on ne sait pas quelle date, mais on sait quel jour. On sait qu'on est dimanche. Pourquoi? Parce que le dimanche, on n'a pas le droit de naviguer. Naviguer, c'est du travail. Donc, vous n'avez pas le droit de naviguer le jour du Seigneur parce que c'est du travail. On ne travaille pas le dimanche. Mais, jeudi, vendredi, samedi, les barques ont chargé leur quantité de pierres et on les a mises en attente dans le port. Dimanche, on hisse les voiles pour les sécher. Parce que c'est des voiles en lin ou en coton et qu'elles se piquent facilement, elles s'abîment, donc on les sèche. Et puis, le dimanche soir, ça c'est assez amusant, les patrons des barques font le tour des 24 bistrots de mairie, 24, c'est gigantesque, et raperchent leurs bateliers pour les amener à bord, parce qu'il faut naviguer. À partir du 12e coup de minuit, le dimanche, la première barque sort du port, la deuxième sort, etc. Et après, on peut dire qu'ils régatent, puisqu'ils vont aller livrer leurs marchandises. Et le premier arrivé, quand ils vont à Genève, en tout cas, il a la meilleure place et il a les meilleurs prix. Sur le lac, ça donne un spectacle que je regrette de ne pas avoir vu. C'était d'une majesté, d'une beauté. Les poètes et les écrivains ont chanté ça, ils l'ont raconté. C'était une splendeur de voir passer ces voiles. Et ces bateaux longs, lourds, parce qu'ils étaient chargés de 100 tonnes de pierre, ils n'allaient pas trop vite, mais ils donnaient une dimension esthétique au lac exceptionnelle. Les chargements, comme vous le voyez ici, étaient chargés de pierre, et ben, enfonçaient les barques jusqu'au pont. Continue. Ils déchargeaient à Genève. Et pourquoi ils amenaient toutes ces pierres? Eh bien, parce que la belle époque, 1860 à 1914, va être la période la plus intense de construction qu'on ait jamais vue.
Encore aujourd'hui, on ne construit pas autant. Et à Genève, par exemple, on détruit les fortifications et on reblaye sur le lac en moyenne sur 400 mètres. Et sur ces 400 mètres, vous avez partout les bâtiments qu'on connaît aujourd'hui, les grands hôtels, les banques, les sièges d'horlogers et des immeubles de rapport. Tous les matériaux de construction sont amenés à la voile par barque, ce qui fait qu'au début du XXe siècle, vous avez une flotte de 50 barques qui arrive à Genève et qui offre un spectacle mais splendide. Genève est déjà touristique, on va utiliser abondamment la barque au niveau touristique, passe à la suivante, parce qu'on va en faire un objet attrayant pour les touristes. Et il y a de nombreuses affiches, la plupart des affiches ou des cartes postales vont montrer des barques aux touristes. Et c'est à ce moment-là que naît pour les Lémaniques cette passion pour leur barque, cette passion pour la barque à voile en oreille que je vous ai montré tout au début et qui va devenir le symbole du Léman. Les barquiers savent que les barques vont disparaître, que le progrès est inéluctable, que la voile, ça ne peut pas durer toujours. Enfin, ils n'y croient pas, mais quand même. Et ils vont estoter, comme au mer, d'autres solutions. Ici, vous voyez dans le port-commerce de Genève, qui a disparu aujourd'hui, hein, c'est le parking du Mont Blanc aujourd'hui. Eh bien, vous avez une barque à vapeur, c'est la seule qui a été équipée d'un moteur à vapeur, une machine à vapeur. On voit les roues à aubes, on voit la machine au centre, on voit une grande cheminée. Cette barque, c'est l'industrielle. Elle a un horaire régulier, elle fait le tour du lac une fois par semaine et elle amène des marchandises, elle en embarque, elle les décharge ailleurs, etc. C'est la seule. Au bout de 25 ans d'usage, cette barque, sa machine est fichue. On n'a pas les moyens de la changer, ben, pas compliqué, on l'enlève et on la transforme en barque. Elle continue sa carrière en barque à voile. On tente aussi le gigantisme. C'était la question des mâts. Tout au début, c'est le 4 mâts latin, la Bourgogne. C'est un bateau qui fait 48,50 mètres de long, qui est une véritable splendeur et transporte 200 tonnes de pierre. Mais on a peut-être vu trop gros. Très vite, en tout cas, on voit que l'artimon, le tape-queue à l'arrière, va disparaître. Et puis après la guerre de 14, on va revenir à une barque avec 2 mâts. On passe plus loin. Effectivement, la fin de ces barques. Avant d'en parler, je vous remets encore, presque pour la dernière fois, à l'épreuve. Vous avez bien écouté Christian, vous le savez. Comment est-ce qu'on appelle une barque qu'on voit de face sous voile? L'image qui faisait l'objet du titre de cette conférence. La voile en ciseaux a l'air de prendre le dessus sur les oreilles de lièvre. Peut-être parce qu'il y a trop de navigateurs non latins parmi nous. C'est vrai qu'on a tendance à appeler des barques latines, quand on navigue sur nos bateaux, d'avoir des voiles en ciseaux. Ce sont bien des voiles en oreilles de lièvre, comme nous l'a mentionné Christian auparavant. Donc voilà, toute bonne chose a une fin. Et malheureusement, c'est vrai qu'avec l'avènement de ces bateaux à vapeur, du transport routier, du transport sur rail, les barques latines ont dû laisser leur place. Quelle triste période, non, Christian? Ça a été une période épouvantable, pas seulement pour les barques, puisque ce qui marque la fin de la Belle Époque, c'est la Première Guerre mondiale. Ici, vous avez le monument aux morts de Mairie. Il y a une quarantaine de noms sur ce monument et il y a une majorité de bateliers qui sont morts dans les tranchées.
Une autre partie de ces soldats, de ces bâtonniers soldats, sont revenus estropiés. Et pendant ce temps, les barques sont restées pendant toute la durée de la guerre à l'abandon, sans soin. Et vous savez, tous ceux qui naviguent savent bien qu'un bateau qui ne navigue pas, ben, c'est là qu'ils souffrent le plus. Et une bonne partie d'entre elles ne sera plus utilisable après la guerre. Il y a autre chose aussi, c'est que vous aurez à la fin de la guerre un matériau qui va remplacer la pierre mairie, qui est le béton, pour un bien meilleur marché, beaucoup plus facile à l'usage, et il remplace la pierre mairie, et on a fini de transporter des pierres mairie. Et puis il y a un dernier phénomène, c'est que vous avez l'armée française qui, après la guerre, met en vente j'ai envie de dire sa flotte de camions, ces camions qu'elle avait utilisés en guerre, et tout le transport fluvial va passer sur la route, partout, mais sur le Léman, c'est essentiellement la majorité. Et les barques vont donc disparaître, mais pas complètement. Il y aura un certain nombre de gens qui vont continuer à vouloir naviguer, à vouloir croire à cela et continuer à naviguer à la voile, parce que pour eux, ce n'est pas seulement un métier, c'est un art. Tu passes plus loin, s'il te plaît. Mais beaucoup de ces barques sont démolies. Ici, vous avez la Gauloise. Il y a bien une souscription à Genève qui essaye de sauver cette Gauloise. Ils réussissent à collecter 1200 francs et la Gauloise est démolie à Genève. Vous avez ici une photo très pathétique, je trouve, parce que vous avez un monsieur qui est avec son béret, qui porte la main à son front. Et on imagine bien que ça pourrait être le patron qui pleure sa belle Gauloise, la barque la plus rapide du lac de l'époque, qui la voit démolie. D'autres coulent à leur amarrage. L'Andalouse à Messry, vous pouvez aller voir, encore aujourd'hui, c'est une épave très facile d'accès, à 3-4 mètres sous l'eau, on peut y aller rentrer un tuba. Oui. Et ici, ben, voilà la barque, il ne reste pas grand-chose. Le treuil, par contre, a été récupéré, c'est un travail absolument extraordinaire, il est maintenant fonctionnel sur le pont de la Savoie. On passe plus loin. Effectivement. La fin de ces barques, mais c'était sans compter sur des passionnés qui ont su redonner un coup de jeune à ces barques, un renouveau extraordinaire. Dernier petit sondage du soir. Sur quel autre lac dans la région trouve-t-on également des barques latines ? Plusieurs réponses sont possibles. On a l'air d'avoir quelques connaisseurs parmi nous. Effectivement, nous avons donc des barques latines également sur le lac d'Annecy et sur le lac de Neuchâtel, pas uniquement sur le Léman. Du coup, tu peux nous en dire peut-être un petit peu plus sur ce renouveau extraordinaire après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a beaucoup à raconter. Il y aura plusieurs tentatives pour sauver les barques qui échouent toutes jusqu'en 1948, où les pirates d'Auchy, qui, comme chacun sait, sont des grands coureurs et grands buveurs, se décident pour sauver la dernière barque du lac et rachètent la Violette à Éloi-Giraud, qui se trouve à Villeneuve. Et cette photo montre ces pirates qui ramènent la Violette, qui est dotée d'un moteur, jusqu'à Auchy. Alors, ils ne l'ont pas fait d'un trait, ils se sont arrêtés à Montreux, à Vevey, à Cuilly, à Lutry. Et la légende, la chronique raconte que ça a été particulièrement arrosé. Quand ils ont leur Violette, ils l'ont appelée désormais Vaudoise, et c'était la première barque qui passe à la Plaisance. Mais pour l'entretenir, pour leur plaisir aussi, les pirates d'Auchy avaient besoin et envie de naviguer là-dessus. Et c'est une époque où on trouve encore de nombreux bateliers qui leur ont montré comment on manœuvrait ces bateaux-là. Et ils ont fait, grâce à cela, beaucoup mieux que de sauver un
magnifique endroit, ils ont sauvé le savoir-faire. Et ensuite, ils l'ont transmis aux autres barques qui vont venir. Donc ça, en faisant ça, les Piratouchi ont fait quelque chose d'exceptionnel. On passe plus loin. Du côté de Genève, il reste la Neptune. Elle fait son dernier transport commercial en 1969. Mais elle n'est plus que l'ombre d'elle-même, puisque d'une part, elle n'a plus qu'un gréement Marconi, elle n'a plus un gréement latin, et puis on la remorque avec un chargement de pierres de rochement. Et puis après, Torrens, son propriétaire, la met à son amarrage, estime qu'elle est trop chère, il faudrait faire des réparations, ça coûte trop cher, il ne veut plus. Il va y avoir deux tentatives de sauver cette barque. L'une, c'est les Savoyards. La barque Neptune est une barque française et les Savoyards ont souvenir de leur magnifique flotte et ils aimeraient bien avoir une barque chez eux. Ils essaient de faire une collecte, ça ne marche pas. À Genève, il y a aussi un petit groupe qui essaye de sauver cette barque. Pas moyen. Finalement, si, ils réussissent à la faire racheter par l'État de Genève. Et puis, on nomme une commission. Qu'est-ce qu'on va faire de cette barque? Comment s'en sortir, etc. Et il arrive en 1972 à son amarrage des eaux vives. La Neptune coule. Et c'est une chose inouïe. Parce que imaginez, à Genève, on ne peut pas laisser devant les banquiers, devant les touristes, devant les riches résidents, un spectacle aussi affligeant d'une épave qui flotte entre deux eaux, devant les eaux vives, ça ne va pas. Et les gens qui ont voulu sauver ce bateau, ils se précipitent auprès du conseiller d'État qui est en charge du problème, et ils lui disent, mais monsieur le conseiller d'État, voilà un devis qu'on a établi, ça coûterait ça. Le conseil d'État se penche sur le devis et dit, mais oui, c'est pas grand-chose, oui, effectivement, oui, on peut faire ça. Et du coup, il va accepter que la Neptune soit réparée. Passe au suivant. On creuse dans l'urgence un bassin de radeau à Corsier, on y amène la barque qui a été renflouée, bien que mal, et puis on se met au boulot. Et 3 ans plus tard, avec une barque complètement reconstruite, qui a retrouvé son gréement d'origine, on fait la fête pour sauver la seule grande barque du Léman encore existante. Et cette barque rejoint son amarrage aux eaux vives et commence sa carrière au tourisme. Celui qui a fait la grimace, c'est le conseiller d'État quand on lui a présenté la facture parce qu'elle avait été multipliée par 5 par rapport au devis. Mais ce n'est pas grave, on a sauvé une splendide barque du Léman. Du côté savoyard, on reste pas très content, pas très satisfait de l'échec de ne pas avoir réussi à racheter la Neptune. Et il va y avoir en France à ce moment-là, ce n'est pas 1977, on est en 1997. On va avoir vers 1990, vers la fin du siècle, une revue nautique qui s'appelle le Chasse-Marée, qui est bretonne, qui parle de patrimoine naval, qui lance un concours, le concours des côtes de France, et qui dit, mais vous avez encore des bateaux anciens, sauvez-les. Sauvez-les avant qu'ils soient perdus et qu'on perde ce savoir-faire. S'ils sont perdus déjà, eh bien, reconstruisez-les pour qu'on sait encore comment il faut faire. Et il y a une petite équipe, 3 bons hommes qui se réunissent au musée de la pêche à Thonon et qui décident de construire une barque qui sera un emblème patrimonial pour la Savoie. Et ils choisissent évidemment la barque La Savoie qui a vraiment existé. Cette barque est mise à l'eau en 2001 et commence sa carrière au tourisme en 2002. Ici, elle croise la demoiselle, c'est la femme qui a fait la photo. C'était un jour de bise, on remontait au moteur et on l'a croisée sur un tapis d'écume. C'était un spectacle absolument merveilleux. La barque La Savoie a joué de malheur puisque en 2015 et 2016, elle a été reconstruite une fois déjà parce qu'elle avait des champignons dans son bordé et c'était de très très gros travaux de reconstruction. On passe plus loin. Non, ça c'est un retour en arrière. Du côté de Vevey, je lance le projet de la barque des enfants.
Pourquoi? Parce que je suis rentré de mer et puis qu'après 13 ans de vagabondage océanique, j'ai repris mon boulot d'instituteur et puis quand je parle à mes élèves, eh bien, je vois les yeux qui s'allument. Je vois beaucoup d'intérêt et je suis très frustré parce que je ne peux pas leur faire partager cette passion de la voile que j'ai, la passion de vivre à bord d'un bateau, alors que le lac Léman est là sous nos yeux, il n'y a pas un seul grand voilier où on pourrait mettre une place. Et au mer, j'ai vu euh, pas mal de bateaux de voilier-colle, et j'ai vu aussi surtout l'extraordinaire efficacité éducative que ces bateaux amènent pour les enfants. Et je lance ce projet avec deux copains. On commence la construction sur la place du marché de Vevey de la future demoiselle et on continue. En 2000, on se retrouve coincé, on a fait faire ça par des chômeurs, il n'y a plus de chômeurs parce que la reprise économique est arrivée et on n'a qu'une solution, c'est finir ce bateau avec nos propres forces et c'est un bateau qui va être essentiellement construit en bénévolat, en 15 ans de travail. On finit le bateau en 2011, là où il est certifié, homologué comme bateau à passagers. Et depuis, le fond de notre fonds de commerce, si on peut dire, c'est justement d'organiser des camps avec des élèves, avec des scouts, avec des jeunes, et on part de se mettre sur le lac, à la découverte du lac, à la découverte de la voile latine et de ce patrimoine que sont nos barques de Léman, et toute la beauté qu'on trouve autour du lac. Un autre projet qui démarre un petit peu avant la Demoiselle, c'est la galère La Liberté. Jean-Pierre Hirt, qui est délégué syndical, estime que dans cette période terrible au niveau chômage, il faut trouver quelque chose à faire pour les chômeurs. Et il décide de construire un très grand bateau, une grande galère de 55 mètres de long. Ça me permet de vous dire, il y avait 3 sortes de galères. Il y avait les galères proprement dites, 200 pieds, 55 mètres de long à peu près, 50 mètres de long. Il y avait la demi-galère qui fait 100 pieds et qui est la barque du Léman. Et puis, il y avait le quart de galère qui était un gros 50 pieds, comme la Vaudoise. Et cette galère-là fait à peu près 15-16 mètres de coque. Toutes ces galères. Alors, la grande galère n'a pas existé sur le lac avant la galère de la Liberté. Et puis, malheur pour eux, ils ont perdu leur possibilité de mettre des voiles latines suite à l'obligation d'être en bateau à passagers. Ils ne respectaient pas les normes de gîte et ils ont pu mettre des voiles auriques. Actuellement, la galère est arrêtée depuis 2017. Elle n'a plus son permis de navigation. Il y a des passionnés qui essayent de la sauver et de faire en sorte qu'elle puisse naviguer à nouveau. Et puis, il y a la Cochère. La Cochère Aurore a eu un peu la même histoire que la Demoiselle, puisqu'elle a été au début construite par des chômeurs. C'est un projet lancé par Pierrot Duchoux, qui a écrit plusieurs livres sur les barques, qui était l'initiateur du musée des barques de Saint-Jean-Golfe, et puis qui lance pour Saint-Jean-Golfe l'idée de construire une cochère. C'est la seule cochère navigante existante, toutes les autres ont disparu. Elle fait 10 mètres, c'est un très joli bateau, et puis qui a un grand avantage sur les autres, c'est qu'il est facilement transportable. C'est un bateau qui va fréquemment à des réunions de bateaux de patrimoine. Et puis, grand bonheur, merci Pierre. En 2000, il lance le projet de construire, c'est pas la Cochère, il construit l'Espérance à Annecy. Et l'Espérance à Annecy, comme on vous l'a dit tout à l'heure, il y avait des barques sur le lac d'Annecy. Et puis Pierre Lachenal, il se dit, il faut aussi construire refaire un patrimoine comme celui-là, et il va réussir à trouver les fonds nécessaires et mettre son bateau à l'eau si je me souviens bien, c'est le 23 juin de l'année passée, et il y a 3-4 semaines en arrière, pour la première fois, l'Espérance a fait ses voiles, elle va bientôt commencer à naviguer, ils attendent les autorisations pour le faire sur le lac d'Annecy. Donc, ce bateau complète les autres barques. Elle a rejoint récemment l'AVLL, l'association vaudoise
l'association des voiles latines lacustres désormais, et nous nous réjouissons beaucoup de travailler avec eux. Les barques se réunissent, évidemment, ce sera plus compliqué pour l'Espérance, mais le lac d'Annecy, mais se réunissent normalement une fois par année et disputent la régate du Sautenaire, parce que c'est l'ordre du Sautenaire de la barque, la Neptune, qui a offert le trophée, qui a été organisé, la première régate. On s'amuse bien avec nos gros camions, essayer de naviguer et de gratter les autres. C'est des très, très beaux moments, mais c'est aussi des très, très beaux moments pour les gens qui sont à terre. Et puis, il me faut vous parler d'une chose qui est récente. Suite à un appel des gens de Méditerranée, amateurs de voile latine, qui nous disent hey, on va lancer un projet de reconnaissance à l'UNESCO de l'art de la navigation à la voile latine. Est-ce que vous ne voudriez pas faire de même? Et Éric Tesser, informé, qui est aussi un président des voiles latines lacustres, désormais c'est plus l'élément, va être enthousiasmé. Il me demande de rédiger l'historique nécessaire et on pose notre candidature. Alors en Suisse, ça se pose d'abord au canton, ensuite, si le canton est d'accord, à la Confédération, puis ensuite la Confédération va porter la candidature à Paris, à l'UNESCO. Donc la première étape, le canton de Vaud, et le canton de Vaud dit oui. Aujourd'hui, si vous allez voir sur le site du canton de Vaud, nous sommes au patrimoine immatériel, enfin nous sommes, l'art de la voile latine est au patrimoine immatériel du canton de Vaud. Il y a toute une série de photos et d'explications. Et maintenant, il nous faut reprendre notre bâton de pèlerin, si on peut dire, pour attaquer la deuxième forteresse, qui est la Confédération, pour essayer de convaincre la Confédération de nous reconnaître, de reconnaître les voiles latines comme patrimoine immatériel de la Confédération. S'ils le disent oui, ça ira jusqu'à Paris, jusqu'à l'UNESCO. Voilà, c'est tout notre espoir. Pour les gens qui sont à terre, c'est un beau spectacle. Pour ceux qui sont sur les bateaux eux-mêmes aussi, et c'est un gros bonheur, mais il en faut beaucoup, et il faut beaucoup d'efforts pour que ces bateaux puissent continuer à naviguer et témoigner de ce qu'était l'art de la voile latine durant tous ces siècles. Je vous remercie. Merci beaucoup, Christian. Je ne sais comment conclure cette magnifique conférence. Je crois que tu as tout dit, Christian. On a la chance extraordinaire d'avoir ce patrimoine navigant sur le lac. Donc, un très grand merci, Christian. Rapidement, avant de passer aux questions, le 2 mai, on aura notre prochain webinaire. Ce n'est pas sur les barques latines, c'est une erreur. Ce sera sur l'art et la littérature autour du Léman. Donc, je vous encourage déjà à vous inscrire dès demain. On va donc passer aux questions. Je vous rappelle que vous avez donc la possibilité, avec le petit bouton chat discussion, de poser vos questions. J'ai vu que certaines ont déjà posé des questions et je vais donc passer la parole à Alix pour la modération de ces questions. Alix, la parole est à toi et Christian pour y répondre. Oui, déjà, merci infiniment, Christian, pour cette présentation. C'était très intéressant. Oui. Et il y a une première question qui était sur la partie géographique et politique. C'était une question, je pense, c'était sur la partie où vous parliez de Berne. Et la question est, c'était des entreprises familiales qui avaient ces bateaux ou déjà des sociétés par action? Alors, pour les barques, au départ, au XVIIIe siècle, il semble, parce que les choses ne sont pas complètement claires au niveau historique, que souvent, ça a été du précapitalisme, si on veut, c'est-à-dire des gens qui se sont groupés et qui ont mis des capitaux pour construire une barque, parce qu'il est clair que c'était extrêmement cher, et donc une seule personne n'avait généralement pas, comme Jean-François Panchaud, là c'est Jean-François Panchaud qui a financé la première, mais ensuite, très certainement, il y avait souvent des groupements d'intérêt qui se sont mis ensemble, parfois familiaux d'ailleurs. C'était des familles qui construisaient une barque et puis ensuite elle était exploitée par la famille. Très bien, merci beaucoup. Il y a une deuxième question qui était également pour la partie situation géographique et politique.
Et c'est une question, et c'est qu'est-ce qui motive le passage de mâts inclinés à des mâts droits? Les Alors, catalanes, oui, elle est un petit peu plus longue. Les catalanes, les tartanes ou autres chépèques ont leurs mains inclinées pour faciliter le gambiage, la tombade. Cette pratique avait-elle été abandonnée sur le Léman? oui, alors le goberge a été abandonné sur le Léman pour des raisons évidentes. Je veux dire, une autaine pèse à peu près 1200 kilos. Bon, elle se manie assez facilement, mais quand vous devez faire passer cette autaine d'un côté à l'autre du mât, c'est ça qu'on appelle le gobiage, pour que la voile n'appuie pas sur le mât et puis ne soit pas trop, comment est-ce qu'il faut dire, déformée par son appui sur le mât, eh bien, c'est un peu difficile de faire bouger des pièces de bois pareilles. Et c'est là que les lémaniques ont inventé cette manière de faire qui est unique, celle dont je vous ai parlé au début. Les autaines sont toujours suspendues à bâbord. Comme les autaines sont et pas devant le mât, euh, comme sur les autres bateaux à voile latine. C'est toujours sur le côté bâbord du mât. Et ça veut dire que le mât, l'autaine va rester sur le côté bâbord à la manœuvre et ça facilite grandement cette manœuvre. On n'a pas besoin de se débrouiller pour faire passer une autaine qui fait 27 mètres, par exemple, d'un côté à l'autre du mât. C'est pour ça que les mâts ont été, enfin les autaines ont été mis sur bâbord. Et puis la deuxième partie de la question, pourquoi des mâts inclinés? Alors effectivement, ça facilitait le navigage, c'est vrai. Et puis il y avait une autre raison probablement, peut-être parce que pendant longtemps ils gobiaient sur les barques, ça j'en sais rien, personne n'en sait rien. Mais il y a une autre raison aussi, c'est que ça permettait de porter la toile, la surface de voile assez en avant du bateau, ce qui permettait de faciliter les manœuvres de virement de bord. D'ailleurs, on le voit, quand les mâts se sont redressés sur les barques du Léman, qui sont droits, eh bien, on a adjoint devant la barque, on a mis on appelle un bout de hausse, un petit mât horizontal, et on a porté un foc très en avant. Et si vous regardez la Neptune ou la Vaudoise, par exemple, ou la Savoie, ils ont leur petit phoque sur l'avant. C'est ridicule pour faire avancer un bateau. Par contre, ce n'est pas ridicule pour l'aider à virer de bord, pour changer de direction. Voilà ce que je peux vous dire. C'est un peu technique. Hein. Oui, mais la personne qui avait posé la question dit que c'était très clair. Donc, merci beaucoup. Merci. Bon, c'est quelqu'un qui se connaît, c'est bien. Oui. Et il y a maintenant deux questions. C'est les deux dernières questions qui sont plus générales et liées aux barques. Donc, la première, c'est comment faire pour devenir batelier à bord d'une barque, notamment les conditions, quelles sont les conditions, est-ce que c'est physique et est-ce que les femmes sont acceptées? Alors, très, très bonne question. D'abord, la question va dépendre du lieu où réside la personne, parce que c'est un peu ridicule si vous habitez Genève de venir à Villeneuve pour naviguer avec la Demoiselle. Mais si vous voulez, vous êtes bienvenue, hein, il n'y a pas de problème. Donc, d'abord, question géographique. Ensuite, il faut, chaque barque a ses propres conditions, mais sera ravi d'avoir des bateliers parce que c'est toujours difficile d'avoir des gens qui s'engagent et puis qui s'engagent à naviguer maintes fois dans l'année et puis au préalable à se former. Toutes les barques aujourd'hui sont des bateaux à passagers et ça veut dire qu'on est soumis aux mêmes lois que la CGN, Compagnie Générale de la Navigation, et qui oblige à une formation professionnelle. Alors, ils ne sont pas payés, ils sont bénévoles, mais la formation, elle, est de qualité professionnelle. Ça veut dire qu'on suit un certain nombre de cours pour devenir batelier et puis pouvoir naviguer. Et puis, pour la dernière partie de la question, alors, à bord de la Demoiselle, les femmes sont fort bienvenues. On a même réussi, il y a maintenant 2 ans, à avoir une dame qui a passé son permis de patronne. C'est la première patronne de l'histoire des barques. On est très fiers. Et puis, oui, pour la petite histoire, il y a les pirates douchiers, eux, sont très, très opposés à avoir des femmes qui naviguent avec eux. Et donc, on dirait que c'est un peu macho. Je vais me faire mal voir, mais c'est vrai. Et puis, pour l'anecdote, lors de
dernière régate du Sautner que nous avons vécu à Saint-Jean-Golfe, l'équipage de notre demoiselle était essentiellement féminin et ils ont battu la Vaudoise à plate couture, ce qui a fait très, très, très plaisir à tout le monde à bord. Voilà. Merci beaucoup. Et la dernière question, c'est pour savoir quel est le bois utilisé pour construire ces bateaux. Oh, alors, le bois, il y en a plusieurs. Et puis ça dépend de quel bateau vous parlez. Un bateau moderne comme la Demoiselle a été construit essentiellement en mélèze, mais à l'origine, ces bateaux étaient construits sur une charpente en chêne avec un fond en sapin vert, avec des bordées en mélèze, avec un pont en mélèze, avec tout ce qui était charpente était chêne. Les mâts étaient en mélèze, les antennes sont toutes d'épicéa. Voilà un peu plus. Bon, c'est un peu spécifique à chaque bateau. Parce qu'aujourd'hui, même les bateaux d'origine comme la Vaudoise ou la Neptune n'ont pas toujours respecté le choix des bois d'origine. Il faut dire que ces bateaux, autant la Neptune que la Vaudoise, d'ailleurs, ont été construits et reconstruits et reconstruits. On a la troisième, quatrième reconstruction. Et, la Vaudoise, d'origine, il reste 2 portes à bord. Donc, pour vous dire qu'il ne reste pas grand-chose des bateaux d'origine. D'accord, très bien. Merci beaucoup. C'était la dernière question. Merci, je vous en prie. Merci, Alix. Moi, j'ai peut-être encore juste une question. Patron, pourquoi patron? Pourquoi patron? Tout bêtement parce que c'était des entreprises de transport, souvent, comme on en a parlé, familiales. Mais souvent, vous aviez le patron de l'entreprise, c'était aussi le capitaine. Donc, plutôt que de l'appeler capitaine, on l'appelait patron. Et c'est resté sur le bac, ce terme de patron. Mais on ose dire un capitaine sur une barque? Moi, je me sens très gêné quand on m'appelle capitaine. Ça fait... J'ai l'impression que c'est un peu prétentieux, quoi. Tu préfères être le patron? Je préfère être le patron. Puis on reste dans la tradition, je veux dire. On a aussi, quand on navigue sur des bateaux comme ça, le devoir, me semble-t-il, moral de transmettre la tradition. Le vocabulaire on fait partie, donc il faut essayer de transmettre ces mots comme patron, puis tous les autres. En tout cas, moi, j'ai la chance d'avoir Christian comme patron quand nous organisons avec l'ASL des camps sur la Demoiselle. Et si vous avez des enfants, petits-enfants ou amis qui souhaitent vivre une aventure extraordinaire sur ce fantastique bateau, je vous encourage à nous envoyer un petit mail afin de pouvoir y faire participer. C'est uniquement pour les enfants, je précise bien, car souvent les parents souhaiteraient pouvoir laisser leurs enfants à terre et partir voguer sur le lac. Moi, j'ai la chance de vivre ces camps avec parfois Adrien, et c'est un bonheur immense. Mais la récompense, parce qu'on est tous bénévoles, on est tous à donner notre temps pour ces camps, pour ces gamins, mais la récompense immense, c'est le fait que les gamins, ils sont heureux comme pas possible. On a eu vu plusieurs fois des petits qui arrivaient au départ du camp, qui pleuraient, qui restaient avec ma maman, tout ça. Et puis, à la fin du camp, ils ne voulaient plus quitter la Demoiselle, ils pleuraient parce qu'il fallait partir. C'est des moments extrêmement gratifiants. Voilà. Merci Christian, et je m'excuse auprès de Martin d'avoir dit sur la Demoiselle, qui pourrait en plus effectivement prêter à confusion, mais bien à bord de la Demoiselle. Merci. Sur ces très belles paroles, on a encore Isabelle et Laurent qui nous disent que si on passe vers Catalogne française, ils seront ravis de nous accueillir à bord de l'Espérance. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Merci d'avoir été près d'une trentaine à nous suivre ce soir. Je vous rappelle qu'on a plein d'informations sur notre site sur tous les sujets, qui va de l'art à la littérature, en passant par la biodiversité ou faire un petit peu de politique. N'hésitez pas à y faire un tour, à nous poser des questions. Nous sommes toujours prêts à y répondre. Et si nous avons la possibilité de pouvoir offrir ce genre de format de manière gratuite, c'est grâce au soutien de nos membres. Et si vous ne l'êtes pas encore, je vous encourage à le devenir. Nous en avons besoin. Je vous dis à dans 2 mois, au 2 mai au plus tard. N'hésitez pas à prendre contact avec nous.
Christian, encore un très, très grand merci pour cette conférence passionnante, passionné que tu es. Et à tout bientôt.